Oh, bonjour chers téléspectateurs, vous qui suivez Vainqueur Télévision et bienvenue dans votre émission V Santé. Comme vous le savez, le monde entier célèbre le 28 juillet la journée mondiale dédiée à la lutte contre l'hépatite B et C. Voilà pourquoi aujourd'hui, ensemble avec mon équipe, nous avons choisi ces thèmes pour vous expliquer les causes, les conséquences et pourquoi pas le mode de traitement de cette maladie qui est responsable de plus de 98% des décès. Mais sur ces plateaux, je ne serai pas seule, je serai avec un médecin, un spécialiste, un médecin des hôpitaux, c'est le docteur Bob Matala. C'est avec lui, nous allons débattre, nous allons parler de ces sujets qui nous concernent tellement. Docteur Bob, bonjour. Bonjour Chouchou. Et bienvenue. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être là. Voilà, c'est avec lui que nous allons parler de l'hépatite B et C. Docteur Bob, quel est le thème qui a été retenu pour cette année? Alors, je commence d'abord par te remercier pour cette opportunité que tu me donnes de parler des hépatites qui constituent un problème réel de santé publique. Alors, comme tu venais de le dire tout à l'heure, chaque année, le 28 juillet, c'est une journée qui est consacrée à la sensibilisation, à la détection, à la prévention, ainsi qu'au traitement des hépatites. Pour cette année, le thème qui a été retenu est « L'hépatite ne peut pas attendre ». Voilà le thème qui a été retenu pour cette année. Docteur Bob, pourriez-vous nous définir d'abord le mot hépatite? Cela signifie quoi? Alors, en termes simples, je dirais que l'hépatite est simplement une inflammation aiguë ou chronique du foie. Le foie, en fait, c'est un organe qu'on trouve au niveau de l'abdomen du côté droit qui mesure à peu près 1 kg et qui a pour rôle d'éliminer tous les toxiques que nous consommons dans l'organisme. Alors, c'est l'inflammation de cet organe, le foie, qu'on appelle hépatite. Aigu fait tout simplement dire que c'est lors du premier contact entre les virus et l'organisme. Et lorsque cette hépatite aiguë persiste au-delà de 6 mois, elle devient hépatite chronique. Donc, c'est une inflammation aiguë ou chronique du foie. Docteur Matala, Oui. pourriez-vous nous parler, il existe combien de types d'hépatites? Alors, les hépatites sont classées en deux grandes catégories. Première catégorie, on a ce que l'on appelle les hépatites virales. Et la deuxième catégorie, c'est ce que l'on appelle les hépatites non virales. Alors, dans les hépatites virales, en fait, ce sont les infections qui sont causées par les virus qu'on nomme par des lettres. Donc, A, B, C, D et E. Donc, on parle des hépatites A, hépatite B, hépatite C, hépatite D et hépatite E. Ce sont là les hépatites virales. Par contre, les hépatites non virales, ce sont des hépatites qui sont causées par une autre cause que le virus. Alors, parmi les causes qui sont responsables des hépatites non virales, nous pouvons citer, il y a par exemple la consommation abusive de l'alcool, on a certains médicaments, et on peut avoir aussi certaines maladies auto-immunes. Les maladies auto-immunes sont les maladies qui produisent des anticorps contre votre organisme. Donc voilà un peu les autres causes qui ne sont pas virales, qui sont responsables des hépatites non virales. Mais entre tous ces hépatites que vous avez citées, mais qui sont le plus fréquents en République démocratique du Congo et qui sont le plus mortels en fait? Alors, en termes de mortalité, parmi toutes ces hépatites, les hépatites les plus fréquentes d'abord en République démocratique, ce sont les hépatites B et C. Alors, les hépatites les plus mortelles ou les plus graves, ce sont les hépatites toujours B et C, tout simplement parce que ces hépatites sont responsables de à peu près 96% de mortalité due à cette maladie. Donc, ce sont des hépatites qui, dans leur forme chronique, évoluent très souvent, soit vers un cancer du foie, soit vers une cirrhose du foie, qui sont bien évidemment la cause de cette hausse de mortalité. Donc, ce sont les hépatites B et C. Et là, on voit, si je peux m'abuser, vous demandez encore, en profiter de votre savoir, votre connaissance, parce que vous m'avez parlé de l'alcool, tout ça. On voit que l'alcool est parmi l'élément majeur qui se répète dans plusieurs maladies, qui cause aussi plusieurs maladies. Mais les gens le savent bien, mais ils en prennent quand même.
Oui, justement, c'est ça le problème. Donc, l'alcool est un des facteurs des risques de plusieurs maladies, surtout les maladies cardiovasculaires. Et l'alcool est aussi très toxique pour le foie, comme nous venons de le dire. Non seulement l'alcool peut entraîner, disons, la survenue d'une hépatite, mais aussi elle peut être responsable d'une cirrhose du foie, qui est encore très fatale pour l'organisme. Donc, pour ceux qui prennent l'alcool, ils devront le prendre avec modération, sinon carrément éviter parce que c'est une source de beaucoup de maladies. Voilà, docteur, nous avons bien suivi vos explications, mais j'aimerais savoir une chose. Comment est-ce que l'hépatite virale, c'est ça, s'est transmise? Alors, il y a une kyrielle de modes de transmission des hépatites virales. Alors, on a les hépatites A et E se transmettent lorsque vous consommez les aliments ou de l'eau impropre ou souillée par des matières fécales. Deuxièmement, on a l'hépatite B. L'hépatite B se transmet lorsque vous effectuez des rapports sexuels non protégés. Soit l'hépatite B peut aussi se transmettre lorsque vous êtes en contact avec du sang souillé ou des objets contaminés déjà. Troisièmement, l'hépatite B peut aussi se transmettre de la mère à l'enfant. On parle de la transmission verticale, c'est-à-dire lorsqu'une femme est enceinte et qu'elle a l'hépatite B, elle peut transmettre le virus à son bébé. Troisièmement, on a l'hépatite C. Alors, l'hépatite C souvent se transmet lors de la transfusion sanguine. Okay. Elle peut aussi se transmettre lorsque vous êtes en contact avec des matériels médicaux qui sont déjà souillés. Et troisièmement, on parle aussi d'une transmission verticale, c'est-à-dire de la mère vers l'enfant. Alors, l'hépatite D, pour pour qu'une personne fasse l'hépatite D, il doit préalablement être infecté par le virus de l'hépatite B. Donc, ce sont souvent les malades avec hépatite B qui vont par la suite faire l'hépatite D. Donc, voilà un peu en somme les différents modes plutôt de transmission des hépatites virales. Mais docteur, il y a quelque chose qui m'a intriguée. Vous venez de nous parler de la transmission par voie sexuelle. Oui. Mais là, je me dis, c'est pas de pair avec le VIH ou... je ne sais pas. Oui, effectivement, c'est transmissible comme justement une maladie sexuellement transmissible. Comme le VIH se transmet. De la même manière, lorsque vous faites des rapports sexuels non protégés, vous pouvez aussi avoir l'hépatite B. Donc, l'hépatite B peut être transmise par cette voie-là. D'accord. Docteur, comment se présentent les données épidémiologiques de l'hépatite dans le monde en général et en République démocratique du Congo en particulier? Alors, selon l'Organisation mondiale de la santé, il y a environ 400 millions de personnes dans le monde qui vivent avec les infections chroniques causées par le virus de l'hépatite B et l'hépatite C. C'est pas trop ça. Oui, bon, le monde a pratiquement des milliards d'individus, mais c'est quand même trop. Et chaque année, l'hépatite B et C sont responsables d'environ 1 300 000 décès de par le monde. Et en République démocratique du Congo, selon les données de la direction des surveillances du programme élargi de vaccination, on estime à peu près plus de 6 millions d'individus qui vivent avec l'infection chronique des hépatites B et C. Et dans ces 6 millions, il y a à peu près 600 000 qui mourront des suites d'une cirrhose. Mais il se pose un problème avec les données parce que normalement, le gouvernement devait disponibiliser les moyens au programme national de lutte contre l'hépatite afin de permettre à ces derniers d'organiser des dépistages à grande échelle, ce qui permettra de disponibiliser les données pour différentes études pour ceux qui en auront besoin. D'accord. Le patient souffrant de l'hépatite B et C présente quel genre de symptômes? Oui, merci pour la question. En fait, les hépatites passent par deux phases. On a une phase aiguë et une phase chronique. Alors, au cours de la phase aiguë, ce sont plus des symptômes qui s'apparentent avec un syndrome grippal. Alors, le patient présente les symptômes suivants. Le patient peut présenter une asthénie physique intense, c'est-à-dire une fatigue intense. Il peut présenter une douleur abdominale, il peut présenter des maux de tête, il peut présenter une fièvre, il peut présenter des urines qui deviennent foncées et les selles qui deviennent pâles, et il peut présenter ce qu'on appelle une jaunisse
une jaunisse de la peau et des yeux. En termes médicaux, on parle plus d'ictère. Alors, dans sa phase chronique, on dit souvent que la phase chronique est souvent très silencieuse, donc il ne présente pas vraiment des signes. Mais sinon, on peut avoir une douleur ou un syndrome œdémateux, c'est-à-dire vous avez des gonflements de la face, le ballonnement abdominal qu'on appelle ascite, ou des édèmes des membres inférieurs, c'est-à-dire le gonflement de membres. Donc voilà un peu quelques symptômes qui peuvent vous faire penser à une hépatite chez un patient B ou C. Mais souvent, on constate aussi qu'on peut croiser des personnes qui présentent ce genre de symptômes. Souvent, on voit surtout des enfants qui ont des yeux jaunâtres et Ouais. tout. Mais souvent, on se dit que non, peut-être ce sont des anémiques, tout. Est-ce que les deux ont une relation? Non, pas tellement. En fait, les yeux, en principe, lorsque vous avez la présence d'une jaunisse, donc jaunisse, c'est-à-dire les yeux deviennent jaunes, ou vous avez la peau qui devient jaune, très souvent, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de votre foie. Donc, lorsque vous remarquez cette jaunisse, là, vous devez faire directement, vous devez faire allusion au foie. C'est-à-dire que le foie pose problème. Ok. Ouais, c'est un peu ça. Donc, la jaunisse, c'est plus, ça fait penser plus, disons, à un problème au niveau du foie. D'accord, docteur Bob Matala, je rappelle qu'avec vous, on est en train de parler de l'hépatite B et C. Docteur Bob, Oui. comment prévenir l'hépatite B et C? Alors, comme Dans dit-on, le cadre de la lutte, hein, oui, oui, lorsqu'on prévient, c'est pour lutter. oui, oui. Bon, on dit d'ailleurs que la prévention, c'est le meilleur traitement. Alors, en ce qui concerne l'hépatite B, pour l'hépatite B, la prévention de l'hépatite B passe par, comme j'avais dit, ça dépend de la façon dont, comment on dit, la façon dont l'hépatite B se transmet. Donc, Ok. il faut éviter les rapports sexuels non protégés. C'est une voie par laquelle l'hépatite B peut être transmise. Deuxièmement, il faut éviter le contact avec le sang, qu'elle soit minime ou pas, et des objets, des matériels médicaux, tout ça, il faut éviter le contact. Troisièmement, il faut dépister les femmes enceintes, ok, contre l'hépatite B. Et au besoin, si on remarque l'hépatite B chez la femme enceinte, on instaure directement un traitement antiviral qui doit commencer à partir de la 28e semaine de grossesse jusqu'à la naissance. De cette manière-là, ça permet d'empêcher la transmission des virus au bébé. Et quatrièmement, il faudra vacciner tous les nouveau-nés dès les 24 heures après la naissance. Ces nouveau-nés doivent être vaccinés contre l'hépatite B. En ce qui concerne l'hépatite C, vous devez savoir qu'il n'existe pas encore de vaccin, c'est encore en recherche. Mais on peut se protéger, par exemple, en contrôlant toujours les sangs qu'on amène pour la transfusion sanguine. Donc, il faut passer par des tests pour voir si les sangs n'ont pas de problème ou pas. Et éviter le contact avec des matériels médicaux souvent, surtout. Donc, c'est de cette manière-là qu'on peut se prévenir contre ces hépatites. Ah ben, docteur, ça arrive aussi que vous partez à l'hôpital, il y a un cas d'urgence, on a besoin du sang, on n'a pas le temps de contrôler et tout. Mais ça arrive, on demande, c'est moi qui est le donneur, qui est de tel groupe, et puis on prend, on transmet à l'autre. Oui, mais non, non. En fait, il y a des banques, parce que normalement, en cas d'urgence, il y a toujours des banques où on stocke le sang des différents groupes sanguins. Ok. En cas d'urgence, il y a déjà des sangs, très souvent dans des hôpitaux, même des banques de sang, on garde toujours des sangs qui sont testés. On ne peut pas transmettre du sang comme ça à un patient sans avoir testé s'il y a des problèmes ou pas. Sinon, on risque de transmettre, de transfuser, de transmettre plutôt des malades aux gens. On vérifie toujours. Et voilà pourquoi il y a des banques de sang qui permettent de stocker en cas d'urgence. On fait appel à une unité de sang et puis ce sont des sangs déjà traités, bien vérifiés. Sinon, si on ne vérifie pas, justement, c'est un moyen qui peut transmettre l'hépatite B. Je vous ai dit parmi les modes de transmission, c'est la transfusion sanguine. Donc, on vérifie toujours, ce sont des sangs qui sont testés et stockés en cas d'urgence, on peut carrément utiliser. Mais des fois, le médecin, je ne vous accuse pas sur mon plateau, mais ça arrive des fois que vous ne nous facilitez pas la tâche. Comment? Lorsqu'on vient et que peut-être le patient n'a pas l'argent pour qu'on puisse lui acheter les sangs et tout, vous devenez capricieux et puis on est obligé de recourir peut-être à la famille, de nous dire que non, moi c'est mon frère, on a un même groupe, prenez même mon sang et tout. Et puis vous prenez de façon traitée, vous donnez à l'autre le sang peut-être qui est contaminé. Ce n'est pas une mauvaise foi parce que ça arrive que non.
comme moi, je peux dire que je suis donneur. Mais ça arrive que non, en cas d'urgence, et puis je ne suis pas Oui. présent. Vous voyez un peu? Oui, mais ce sont des cas qui arrivent, mais il faut pas partir d'un cas et généraliser. C'est ça, Ok. on dit souvent qu'à chaque règle, il y a toujours une exception. Mhm. Donc, ce sont des cas qui arrivent, mais en général, en tout cas, le médecin est là pour sauver des vies. Donc, en général, c'est ce que nous faisons, nous sauvons des vies. Mais, non, non, mais bien évidemment, il peut y avoir certains cas où ça arrive, mais bon, ce sont des cas isolés en tout cas. Ce sont des cas isolés. Ah, ok, des cas isolés. Oui. Bon, ça ne va pas faire débat sur ces plateaux, c'est vrai. Mais docteur, des fois, je me dis, quand je vois des jeunes médecins qui prêtent leur serment, qui nous jurent de sauver la vie avant tout, tout ça, mais sur terrain, ça devient autre chose. Les Non, médecins actuellement, ils deviennent insensibles. non, 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 non. En fait, j'entends toujours les gens dire ces choses, non, les médecins ont prêté serment, tout ça. Mais ce que vous devez savoir, que vous ne connaissez que le serment d'Hippocrate. Ok. En fait, en dehors du serment d'Hippocrate, il y a ce qu'on appelle le testament d'Hippocrate. Hippocrate a laissé aussi un testament. Et un extrait de ce testament dit ceci. Un médecin doit avoir juste un bon point. Il doit être en bon point. Un médecin doit être bien vêtu. Un médecin doit utiliser des parfums agréables et dont l'odeur n'a rien de suspect, et que tout cela disposer les malades à sa faveur. Pour que les médecins réunissent toutes ces conditions-là, il doit avoir des moyens. Ça ne tombe pas du ciel. On ne cueille pas l'argent dans un arbre. Non. Ok. On prête serment pour sauver des vies, oui, mais au-delà de ça, on doit vivre. On doit vivre aisément. Tu ne vas pas accepter de venir dans un box d'un médecin, tu trouves un médecin avec une chemise sale, avec une blouse sale, avec un environnement sale. Déjà, psychologiquement, tu ne vas pas suivre les traitements qu'il donne. Donc, Ok. au-delà de tout, les médecins doivent avoir quand même des conditions qui lui permettent de bien prendre en charge le malade. S'il ne se prend pas bien en charge lui-même, comment il va prendre en charge le malade? D'accord, nous avons compris, moi et nos téléspectateurs qui nous suivent, on a compris, puis on retient quand même quelque chose. Voilà, docteur, Oui. quel traitement administrez-vous aux patients qui souffrent de l'hépatite B et C? Alors, il faut savoir, comme je disais, que l'hépatite passe par des phases aiguës et Ok. chroniques. Très souvent, dans la phase aiguë, le virus peut être résorbé par l'organisme. La personne peut être guérie et immunisée par rapport à la maladie. Ok. Par contre, ça devient compliqué lorsque les hépatites passent de la forme aiguë vers la forme chronique. Parce que la forme chronique évolue très souvent vers soit un cancer de foie, soit une cirrhose hépatique ou une cirrhose du foie. Alors, dans la phase chronique, par exemple, pour l'hépatite B, on donne les antiviraux. Par exemple, on donne le tenofovir, c'est un antiviral qu'on donne. Et pour l'hépatite B, on donne ce qu'on appelle les antiviraux à action directe. Alors, ce sont des médicaments qu'on donne qui a d'ailleurs une durée de 3 à 6 mois selon le cas, mais qui manifestent un taux élevé de guérison et moins d'effets secondaires par rapport à un médicament qu'on utilisait avant l'interféron. Donc, on donne souvent les traitements, ce sont des antiviraux. Par contre, pour l'hépatite B, jusqu'à présent, dans la prévention, comme on venait de le dire, il n'y a pas encore un vaccin. Mais pour l'hépatite B, on peut déjà prévenir cela en se vaccinant, comme j'avais dit, par exemple, les nouveau-nés dès le bas âge, tout ça. Donc, Ok. c'est un peu ça, c'est les traitements qu'on donne. Est-ce qu'ici en République démocratique du Congo, il y a un programme ou une structure qui s'occupe de cette maladie pour faire des campagnes, la Oui. sensibilisation? Parce que je trouve que l'hépatite B et C, c'est parmi des maladies que les Cunois Oui. en particulier, les Congolais en général, n'ont pas vraiment connaissance. Oui. Voilà, ils ne tirent pas, ils ne prêtent pas vraiment attention à cette maladie. Est-ce qu'il y a-t-il une structure qui s'occupe de cette maladie ici? Oui, en principe, c'est ce qu'on appelle le programme national de lutte contre l'hépatite. Mais malheureusement, vous ne sentez pas cela. Comme j'ai dit, normalement, le gouvernement devait, le Premier ministre et le ministre de la Santé devaient disponibiliser les moyens à cette structure-là. Parce que, par exemple, le 28 juillet, là, si cette structure-là avait assez de moyens, il devait organiser des campagnes de sensibilisation pour informer les gens, des campagnes de dépistage pour connaître sur l'étendue de la RDC, on a combien de gens qui souffrent effectivement de l'hépatite B et C, tout ça, tu vois. Donc le problème, c'est les moyens qui manquent. On ne disponibilise pas les moyens qui doivent entrer par exemple dans le programme élargi de vaccination, dans le cadre de la vaccination contre l'hépatite B par exemple. Donc c'est un problème simplement des moyens. L'État normalement doit disponibiliser les moyens pour cette structure-là pour qu'il fasse son travail.
Voilà, mais une question aussi des cultures générales, si je peux le dire, parce que vous avez touché le point, la transmission par peut-être des eaux qui sont contaminées et tout ça. Mais quand on voit l'étude des régies des eaux, ici en République démocratique du Congo, surtout à Kinshasa, on voit que ça date et c'est déjà détruit presque. Et puis quand on envoie l'eau, ça porte tout, même des maladies, des microbes, tout ça. Mais comment est-ce que cette maladie finira ici tant que notre environnement n'est toujours pas idéal pour nous? Très bonne question, c'est une question très pertinente. Déjà, vous savez qu'un environnement malsain est responsable de beaucoup de maladies. Alors, comme je l'ai dit, par exemple, l'hépatite A et E, c'était dû à la consommation des aliments impropres ainsi que la consommation de l'eau impropre. Effectivement, normalement, en principe, des tuyaux qui ramènent de l'eau ne devaient pas être rouillés. Nous, on a un problème souvent, c'est l'entretien. On peut bien construire un bâtiment, des tuyaux, mais ce qui tue les Congolais, c'est l'entretien. Comment entretenir ces tuyaux-là, c'est ce qui pose problème. Ça peut être source de beaucoup de maladies. Vous avez ça, vous avez l'environnement. Vous voyez la capitale, comment elle est sale, tout ça. C'est une source. Donc, un environnement malsain est source de beaucoup de maladies. Donc, vous avez particulièrement, vous avez raison de dire cela. Donc, cette eau-là qu'on prend impropre là peut être à la base de beaucoup de maladies, notamment, mais pour l'hépatite, très souvent, ce sont des eaux qui sont, comment on dit, souillées par des matières fécales. Parce que Mais c'est ce que vous je dis, remarquez parce justement, que oui, même chez justement, nous, vers le fleuve, on voit, exactement, on des passe matières par fécales là, qui se oui, déversent oui. dans le fleuve, tout ça. Justement, c'est ça les problèmes. Tout ça revient en fait de l'entretien. C'est la régie des eaux, au-delà de traiter les médicaments, mais il doit changer ces tuyaux-là. Parce que si les eaux sont infectées ou souillées par des matières fécales, ça peut être la cause de l'hépatite A et E, par exemple. Voilà, docteur Mandala. L'OMS s'est fixé comme objectif mondial d'éradiquer cette maladie, le virus de l'hépatite B et C d'ici 30. 2030. Pensez-vous que cela sera possible ici chez nous, en République démocratique du Congo, notre beau pays? Pensez-vous que cela sera possible? Parce qu'avec la malaria, jusqu'à présent, il n'y a pas encore de vaccins. Il y a beaucoup de maladies qui restent comme ça sans de vaccin. Mais est-ce que pensez-vous, cette fois-ci, avec l'hépatite, ça sera possible? Bon, en fait, comme on dit dans la Bible, tout est possible à celui qui croit. En fait, tout est possible. Le problème, c'est au niveau de la volonté politique de faire les choses. Tu vois? Par exemple, pour l'hépatique en République démocratique du Congo, c'est le gouvernement de la République, le Premier ministre et le ministre sectoriel de la Santé, le nouveau ministre qui vient d'entrer. C'est eux qui doivent disponibiliser les moyens, comme je disais, au programme national de lutte contre l'hépatite. Ces moyens permettront à ces derniers, c'est-à-dire le programme, premièrement, d'organiser ou d'intensifier des activités de sensibilisation, des campagnes de sensibilisation. Par exemple, à partir du 28, on pouvait avoir des journées de sensibilisation, par exemple. Tout ça, ça nécessite des moyens. L'organisation des dépistages à grande échelle, comme je disais, à Kinshasa et partout ailleurs, parce que nous sommes une population estimée à environ 100 millions d'habitants. Vous voyez, organiser des campagnes de sensibilisation. Ces moyens-là permettent à ces programmes-là de faciliter l'accès aux soins et au traitement de ces hépatites. Parce que le médicament de ces maladies-là coûte cher. Ce n'est pas très souvent à la bourse de la population. Vous savez comment la population vit. Donc c'est ça. Et troisièmement, le programme va contribuer ou lutter contre la transmission verticale. Je vous ai parlé de la transmission verticale, c'est-à-dire la transmission du virus de l'hépatite B ou C de la mère à l'enfant, donc pendant la grossesse. En quoi faisant? En luttant, il va lutter contre cette transmission verticale-là, par exemple, premièrement, en dépistant systématiquement toutes les femmes enceintes, de manière systématique, on dépiste. Deuxièmement, au besoin, disponibiliser les médicaments, parce que dès qu'on découvre qu'une femme enceinte est atteinte du virus de l'hépatite B ou de l'hépatite C, il faut instaurer un traitement antiviral, comme je venais de le dire. Et ce traitement doit commencer déjà à partir de la 28e semaine de grossesse jusqu'à la naissance. C'est de cette manière-là que ça va empêcher la transmission du virus de la maman vers l'enfant.
Troisièmement, c'est la vaccination plutôt systématique de tous les nouveaux-nés qui naissent. Okay. Dès les 24 heures après la naissance, ces nouveaux-nés-là plutôt devront recevoir les vaccins contre l'hépatite B. Contre l'hépatite B. Et voilà, contre l'hépatite B. De cette manière-là, ils vont contribuer à la lutte de la transmission verticale. Donc, c'est simplement un problème de volonté politique. Donc, si on disponibilise les moyens et le reste, ça va suivre. Donc, c'est possible. Ça dépend juste des moyens qu'on met pour atteindre cet objectif-là. Voilà, docteur, on est presque à la fin de notre entretien. Parce que c'était un plaisir de vous recevoir. Mais avant de finir, quand même, docteur, un dernier mot, un message à tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers la République démocratique du Congo et en dehors de nos frontières. Oui, je vous remercie pour cette opportunité que vous permettez parce que c'est très important à travers votre émission. C'est une forme aussi de sensibilisation que nous sommes en train de faire. Donc, vous avez contribué à permettre à la population qui nous suit d'être informée des hépatites et je vous en félicite pour ça. Merci. Deuxièmement, je voudrais informer la population que chaque 28 juillet de chaque année, c'est une journée qui est consacrée à la lutte contre l'hépatite. Donc, et dans le monde et en République démocratique du Congo, c'est plus les hépatites B et C qui sont le plus fréquents et les plus mortels. Mais je te remercie pour ça et je pense qu'ils auront tiré quelque chose de tout ce que nous avons dit. Et à l'État de disponibiliser les moyens pour ces programmes pour permettre que chaque année, à ces jours, permettre des dépistages gratuits. Ça s'est fait ailleurs. C'est une manière de lutter. Permettre des dépistages à grande échelle, permettre les vaccinations systématiques des femmes enceintes, tout ça. Donc, c'est un peu ce que je pourrais dire. C'était vraiment un plaisir d'être sur votre plateau et dans votre émission pour parler de ces maladies qui constituent plutôt un problème majeur de santé publique. Merci beaucoup. Voilà, chers téléspectateurs, on est à la fin de notre émission, votre émission V-Santé. Vous qui voulez participer à cette émission, le numéro est affiché là. Vous nous contactez, vous nous appelez. Vous qui avez vos questions, posez-les. On va vous répondre. On va adresser vos questions à la personne qu'il faut. Mais pour moi, pour aujourd'hui, nous vous disons merci de nous avoir suivis et à la prochaine.